Bonjour à tous. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci de me donner cette opportunité effectivement de présenter aujourd'hui. J'aurais beaucoup aimé être avec vous cette année, pour cette présentation, d'être en présentiel. Malheureusement, j'ai pas pu, mais je suis quand même ravie de vous faire cette présentation aujourd'hui moi-même en visio. Donc, mon nom c'est Aline Geneste. Je travaille chez Alexion dans les essais cliniques depuis quelques années maintenant. Mais effectivement, comme l'a bien précisé Jean-Michel, je ne représente pas Alexion aujourd'hui, je suis vraiment là pour vous parler des essais cliniques en général. Nous allons préparer cette présentation avec Julie et avec Stéphanie pour répondre aux questions qui nous ont été remontées, je pense de votre part, un peu à tous par l'association. Donc, ce que nous allons aborder comme question, c'est d'abord les différentes phases d'un essai clinique et le temps que ça prend. Ensuite, les autorisations nécessaires pour démarrer un essai clinique. Comment on choisit les hôpitaux qui participent à nos essais. Pourquoi tous les patients ne peuvent pas participer à un essai clinique. Est-ce que les patients peuvent être rémunérés? Est-ce qu'ils doivent payer quelque chose? La fréquence des rendez-vous médicaux, les obligations des patients, etc. L'intérêt d'un placebo dans les essais cliniques. Et ensuite, pour finir, sur la fin des essais cliniques, est-ce que les participants sauront quel traitement ils ont reçu ou non? Je vois que j'ai des petits messages dans le chat. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, je pense que vous voyez bien ma présentation. Donc, vous ne pouvez pas m'interrompre effectivement pour poser des questions, mais retenez-les bien ou notez-les bien. Là, on est vraiment là pour qu'il y ait un échange. Donc, j'essaierai de répondre à toutes vos questions dans la mesure du possible. Donc, n'hésitez pas. Alors, la première question, quelles sont les phases d'un essai clinique et combien de temps cela dure? Donc, avant de parler des phases d'essai clinique, il y a la préclinique. La préclinique, c'est quand on a identifié une molécule qui pourrait être efficace dans une maladie, on va d'abord la tester en laboratoire. Donc en laboratoire, on va tester à la fois en in vitro, donc sur des cellules, en in vivo, éventuellement sur des animaux, en ex vivo, donc sur des organes, et en in silico, ce sont des modélisations informatiques qui sont de plus en plus utilisées. Une fois qu'on a vraiment prouvé l'intérêt de cette molécule sur une cible précise, on passe à la première administration chez l'homme. Là, on arrive dans les essais cliniques en phase 1. Donc la première administration chez l'homme se fait à toute petite dose. Elle se fait sur très peu de patients qui sont des volontaires sains. Dans la grande majorité des cas, il y a toujours des exceptions, mais donc il se fait sur des volontaires sains dans des centres de recherche spécialisés. Donc là, on va vraiment chercher à vérifier qu'il n'y a pas de toxicité à petite dose chez l'homme. Une fois qu'on aura défini et qu'on sera sûr qu'il n'y a pas de toxicité à petite dose, on va passer en essai clinique de phase 2. Donc là, on va augmenter les doses jusqu'à trouver une dose efficace. Et pendant toute cette augmentation de dose, on va à nouveau vérifier la tolérance et l'efficacité. Donc là, on aura un peu plus de patients, des patients qui seront malades pour le coup, et ça peut se faire dans plusieurs centres pays. Mais ça sera toujours un nombre assez restreint. C'est plutôt pour étudier comment le traitement agit, comment il est efficace, quelle dose il nous faut. Voilà. Une fois qu'on a identifié la dose efficace, on pourra passer en essai clinique de phase 3, celui qui intéresse le plus les malades en général, puisque c'est là où on va réellement identifier, mettre en avant, démontrer l'efficacité d'un médicament. Pour ça, on va le comparer soit à un placebo, j'y reviendrai plus loin, mais le placebo, ça ressemble au médicament. Alors, si notre médicament à l'étude, c'est un comprimé, on va faire un placebo en forme de comprimé, la même forme. Il va vraiment être de même aspect, mais sans la molécule active à l'intérieur. Donc, soit on le compare à un placebo, soit on le compare à un médicament de référence s'il y a. Donc là, on va avoir un nombre plus important de patients. On y reviendra aussi plus loin, mais ce nombre de patients est déterminé statistiquement. C'est-à-dire qu'on ne prend pas autant de patients qu'on veut, on identifie réellement ce qu'on veut démontrer et on identifie combien de patients il nous faut pour démontrer ce qu'on veut démontrer. Et de préférence, ces essais de phase 3 se font en double aveugle, ce qui signifie que personne ne sait qui prend quoi. Donc, ni le patient ne sait pas s'il est sous placebo, sous traitement de référence ou sous médicament à l'étude, le médecin non plus, nous non plus, le pharmacien non plus, personne ne sait. Et ça, vous allez voir, c'est vraiment très important
pour démontrer que tous les effets sont dus au traitement de référence et pas éventuellement au placebo ou tout autre facteur externe. Après ces études de phase 3, le médicament peut donc être mis sur le marché. Si on a réussi à démontrer l'efficacité, il sera mis sur le marché. Ça peut prendre quelques années, des fois quelques mois, mais il sera mis sur le marché. Mais une fois sur le marché, il y aura encore des études de phase 4 pour vraiment vérifier dans les données de vie réelles l'efficacité, les effets indésirables éventuels du médicament. Donc là, c'est plutôt la pharmacovigilance qui va rentrer en jeu. Si vous avez un événement indésirable, le médecin, le pharmacien, vous pouvez aussi déclarer à la pharmacovigilance que vous avez eu des effets. Donc ça va encore continuer après la mise sur le marché. On compte en général, du début à la fin, entre 10 et 14 ans pour mettre sur le marché un médicament. Ça peut être assez variable d'une molécule à l'autre et d'une maladie à l'autre, puisqu'on a des maladies qui ont une évolution très rapide. Donc on pourra très rapidement montrer l'efficacité. En revanche, sur une maladie qui a une évolution beaucoup plus lente, forcément il faudra plus de temps pour mettre en avant, pour démontrer une efficacité. Donc ça peut vraiment varier. Ça va varier aussi de la rareté de la pathologie. Si une pathologie très rare, on mettra plus de temps à recruter le nombre de patients nécessaires. Donc voilà, ça peut prendre une étude de phase 3, ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans. Ça peut être assez variable. Voilà pour la première question. La deuxième question, c'était donc les autorisations. Parce qu'effectivement, on ne démarre pas un essai clinique parce qu'on veut faire un essai clinique quand on veut, comme on veut. Il nous faut des autorisations. Donc les autorisations seront d'une part délivrées par les autorités de santé. Donc pour la France, c'est l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Aujourd'hui, ce sont des soumissions à l'échelle européenne qu'on fait. Donc toutes les autorités européennes, pour les pays participants bien sûr, si on fait un essai clinique où la Belgique et la France vont participer, ça sera les autorités de la Belgique et de la France qui vont se mettre d'accord pour dire s'ils autorisent ou pas un essai clinique. Mais en définitive, nous, il y a quand même la NSM qui donnera son avis final. La Belgique, s'ils ne sont pas d'accord, la Belgique peut très bien dire qu'elle veut que l'essai soit fait, et finalement, la France, finalement non, ou l'inverse. Il y a quand même une décision finale de chaque pays. Donc il nous faut effectivement l'autorisation de la NSM, qui va regarder donc notre protocole, qui va regarder toutes nos données du médicament à l'étude, et estimer si cet essai est bien justifié, qui peut être fait en toute sécurité, etc. Donc, et d'un autre côté, il nous faut aussi l'autorisation des comités d'éthique. On les appelle les CPP en France, ce sont les comités de protection des personnes. Donc eux, on va leur envoyer toutes nos informations liées aux patients, c'est-à-dire les consentements des patients, les documents qu'on doit donner aux patients, les assurances du patient, etc. Tout ce qui est destiné aux patients. Et le comité d'éthique va juger si notre essai respecte l'éthique qui est respectée pour les essais cliniques. Donc, à savoir que le patient n'ait pas de perte de chance, que l'essai clinique soit bien bénéfique pour le patient, qu'il soit dans leur intérêt. Bénéfique, mais en tout cas qu'il soit dans leur intérêt. Puisque tant qu'on n'a pas fait l'essai clinique, on ne peut pas être sûr qu'il soit bénéfique, mais en tout cas, voilà, que tout soit fait dans l'intérêt du patient. Ces autorisations, une fois qu'on a déposé les dossiers, qui peuvent prendre quelques mois à préparer, on les a au bout de 3 mois. Donc voilà, c'est l'ANSM et les CPP en France qui donnent leur autorisation, qui donnent leur avis et leur autorisation. Les CPP en France sont tirés au sort, donc et tout est fait pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre les membres d'un CPP et l'industriel. La troisième question, c'est pourquoi tous les hôpitaux ne participent-ils pas à un essai clinique? Alors, je vous ai remis la frise un petit peu des différentes étapes d'un essai clinique. On commence par la faisabilité, ensuite on démarre l'étude. Là, il y a toute une période de recrutement et de suivi des patients, et une fois que c'est terminé, on clôt le centre. Quand on parle d'un centre, on parle d'un service hospitalier, tout simplement. Donc, nous, quand on veut faire un essai clinique, on a le traitement, on sait quel patient il nous faut, on sait sur quelle maladie on veut essayer ce traitement, mais il nous faut les patients. Donc, pour trouver les patients, on s'adresse aux experts de la maladie,
donc en France, donc des experts qui ont publié des articles, des experts qui sont actifs dans la pathologie. On s'adresse aux associations de patients aussi, beaucoup, pour identifier où sont les patients. Et voilà, une fois qu'on a, et on peut aussi on a diverses sources pour les identifier. Des fois, c'est plus facile que d'autres. Si c'est un réseau bien organisé de patients, on trouve facilement. Des fois, c'est un peu moins bien organisé, surtout dans les maladies rares, c'est un peu moins bien organisé des fois. Mais donc, une fois qu'on a trouvé, par exemple, un expert qui peut nous donner tous les experts de la France, donc là où il y a le plus de patients, les patients vont là où ils sont orientés, en fait, une fois qu'ils sont diagnostiqués pour cette pathologie-là, en général, si c'est une pathologie bien précise, ils sont souvent orientés vers un spécialiste. Donc nous, on va aller vers ces spécialistes, on va leur présenter notre protocole, leur présenter donc les patients dont on a besoin pour cet essai, et eux pourront nous dire si oui ou non ils ont les patients, si oui ou non ils sont partants pour faire un essai clinique. Donc ça, on appelle ça la faisabilité. Donc, ce qu'on va vraiment faire, c'est estimer les capacités en termes de potentiels patients, puisque des fois, on peut avoir un spécialiste, un expert dans la pathologie, qui, pour des raisons X ou Y, que ce soit remaniement de service ou n'importe quelle autre raison, n'a au final pas de patients, et c'est pas chez lui qu'ils sont adressés. Donc, on vérifie bien son potentiel patient. On vérifie également ses ressources humaines, c'est-à-dire son personnel, puisqu'un essai clinique, ça prend beaucoup de temps. Quand on recrute un patient, le patient, lui, ça va lui prendre beaucoup de temps de faire les visites. Mais derrière, il y a une analyse de données, un traitement de données qui est très, très important. Même avant ça, il y a énormément d'administratifs. Donc, ça prend beaucoup de temps pour un service hospitalier de conduire un essai clinique. Donc, il faut vraiment qu'on ait une équipe médicale spécialisée dans la pathologie, disponible. C'est-à-dire que s'ils sont déjà débordés, on sait qu'ils vont pas avoir suffisamment de temps pour mener l'essai, et expérimentés en essai clinique. C'est mieux. On peut avoir dans une équipe une ou deux personnes qui n'a jamais fait d'essai clinique, c'est pas très grave. Si c'est toute l'équipe qui n'a jamais fait d'essai clinique, on sait que ça va être plus difficile, d'où de la part des requis qu'on a besoin pour un essai clinique. Après, on peut toujours les accompagner, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on regarde, si c'est faisable ou pas. Et bien sûr, les ressources matérielles, puisqu'on a besoin de certains équipements pour un essai clinique. Donc, la plupart du temps, on peut fournir les équipements si le centre n'en a pas. Peu importe ce que c'est, s'il a besoin d'une balance, on peut lui fournir une balance, ça, c'est pas un problème. Après, des fois, ça peut être plus difficile s'ils ont besoin d'une centrifugeuse réfrigérée. Une centrifugeuse, c'est très gros, donc on peut leur prêter, mais il faut qu'ils aient la place de la mettre. Donc, voilà, c'est tout un tas de considérations logistiques, ressources, etc., qui fait que il y a des centres qu'on ne peut pas sélectionner et d'autres qu'on sélectionne. Une fois qu'on a vu que c'était faisable dans ce centre, on va qualifier et sélectionner nos centres investigateurs. Donc les centres investigateurs, c'est encore une fois les services hospitaliers. L'investigateur, c'est le médecin. On va, dans nos soumissions pour les demandes d'autorisation, on mentionne les médecins qui sont impliqués en essai clinique. C'est regardé, si on met un médecin qui n'a pas d'expérience dans la pathologie, dans l'essai clinique, en général, on a la question, on nous pose la question de pourquoi ce médecin-là, vu qu'il n'a pas d'expérience, donc il faut qu'on justifie. Et une fois que tout est justifié, qu'on a les autorisations, on peut activer les centres, ce qui signifie ouvrir le recrutement, donc permettre aux médecins de recruter des patients. Donc voilà, tout ça est une démarche très très longue. Jusqu'à la clôture, c'est beaucoup de travail pour nous, mais nous, c'est notre travail, mais beaucoup de travail pour les centres, pour les services hospitaliers qui ont toute leur activité quotidienne à gérer à côté. Ensuite, pourquoi tous les patients ne peuvent pas participer à un essai clinique? Comment sont-ils sélectionnés? Alors, quand on démarre un essai clinique, on est toujours, nous, de côté industriel, on est toujours très optimiste. Si on le fait, c'est parce qu'on y croit vraiment. On a envie de mettre tous les patients atteints de cette pathologie dans notre essai. C'est vraiment parce qu'on se dit, c'est sûr, ça va être quelque chose qui va être très bénéfique pour eux. En réalité, c'est un biais, puisqu'on ne peut pas en être sûr tant qu'on n'a pas fait l'essai clinique. Malheureusement, des fois, c'est pas le cas. Des fois, c'est pas si efficace que ça. Des fois, c'est pas efficace du tout. Donc, pour éviter qu'il y ait effectivement ce biais de sélection, eh bien, on définit statistiquement le nombre de patients dont on a besoin et on ne va pas au-delà. Donc, des fois, ça peut paraître difficile de se dire, en France, on va recruter que 3 patients.
alors qu'on sait qu'il y a une centaine de patients, mais c'est parce que, voilà, si au final l'essai n'est pas si efficace que ça, voilà, c'est pas non plus éthique de recruter, de mettre trop de patients dedans, plus que nécessaire en fait. Donc c'est très important que dans un essai clinique, on ait un protocole qui définit exactement ce qu'on veut démontrer. C'est-à-dire on veut vraiment démontrer l'efficacité de telle molécule dans telle pathologie pour tel patient. On fait des essais en général à l'international. D'un pays à l'autre, même d'un hôpital à l'autre des fois, la définition d'une maladie n'est pas toujours la même. Les critères de diagnostic d'une pathologie ne sont pas toujours les mêmes d'un endroit à l'autre. Donc dans le protocole, c'est très important qu'on définisse exactement la pathologie. Qu'est-ce qui nous permet de classer ces patients dans cette catégorie de patients. Donc le protocole, ça s'appelle le protocole, donc il est rédigé vraiment avec les objectifs de l'étude. C'est 1 ou 2 objectifs en général, hein. Il y a un objectif primaire qui sera vraiment l'objectif à démontrer, et ensuite il peut y avoir des objectifs secondaires qui découlent de l'analyse. Et donc le profil de patient ciblé par cette étude. Alors, détaille les critères. Les critères d'inclusion, ce sont les critères que le patient doit remplir pour participer à l'étude. Il y a toujours un critère d'âge, éventuellement de sexe. Il y a aussi toujours les critères de la pathologie, comme je vous disais, pour que tout le monde soit d'accord sur quelle pathologie on cible, quel patient on cible. Il peut y avoir beaucoup d'autres critères d'inclusion. Les critères d'exclusion, ce sont les critères que le patient ne doit pas remplir pour participer à l'étude. Par exemple, s'il a des antécédents d'allergie à tel produit qu'on sait qu'il devrait prendre pendant l'étude, bon, là, dans ces cas-là, il est exclu. Voilà, il y a des différents critères qui font que ça permet d'inclure ou de ne pas inclure un patient. Dans tous les cas, tout doit être écrit dans la note d'information, puisqu'en fait, donc, une fois qu'on sait que le patient respecte bien tous nos critères, bah, faut quand même qu'il soit d'accord, le patient. Il faut qu'il veuille participer à un essai clinique. Et ça, c'est très, très important. Donc, ça s'appelle le consentement éclairé du patient. Donc, on a, en tant qu'industriel, on rédige une note d'information dans laquelle on détaille l'essai clinique, les visites, les examens, qui doivent être impérativement expliqués par le médecin. Le médecin c'est quelque chose que nous, c'est une obligation légale. Le médecin doit vraiment prendre le temps d'expliquer au patient. Le patient doit ensuite bénéficier du temps nécessaire pour réfléchir à sa participation, pour en parler à son entourage, en parler à son médecin traitant et poser ses questions avant de signer le consentement. Donc ça, c'est très très important, que tout soit bien détaillé et que les patients puissent vraiment discuter du consentement et de l'essai clinique avec le médecin. Une fois que tout le monde est d'accord, il va quand même falloir faire une période d'évaluation ou de sélection de l'essai clinique. Donc là, on va faire passer aux patients une batterie d'examens, des prises de sang, des examens physiques, des radios, etc., pour être sûr que le patient rentre bien dans les critères requis pour cet essai clinique. Ces examens vont aussi servir de base qui seront comparés par rapport aux examens de fin d'études, donc qui seront utilisés pour démontrer justement l'efficacité. Donc ça, c'est très important aussi. Et une fois que le patient rentrera bien dans ces critères, il pourra démarrer l'essai. Est-ce que les participants à un essai clinique sont rémunérés? Doivent-ils payer quelque chose? Alors, ils ne doivent rien payer. Un patient ne doit rien payer pour participer à une étude de phase 2 ou 3. Ce n'est pas tout à fait les mêmes règles pour les études de phase 1. En tout cas, pour les études de phase 2 et 3, il ne doit rien payer. Ou s'il paye quelque chose, nous devons lui rembourser tous les frais. C'est-à-dire que tous les frais de déplacement, d'hébergement et de repas que le patient devrait payer, il faut qu'ils soient remboursés. On aimerait tous pouvoir que le patient ne paye pas, mais en réalité, c'est assez difficile de mettre en place des systèmes pour que le patient ne paye pas. En général, il est quand même obligé de payer et on le rembourse. Donc, c'est différents systèmes, que ce soit par un prestataire, une plateforme, des virements, etc. Mais il faut vraiment avoir conscience qu'il faut se faire rembourser. Pour les patients, c'est indispensable. On peut éventuellement, dans certaines conditions, dans certains essais, donner une compensation financière aux patients. On ne peut pas les rémunérer tel que, voilà, ça ne peut pas être une rémunération, c'est interdit, pour la bonne et simple raison que pour pas inciter les patients à participer à un essai clinique sur une base financière. Donc, ils ne doivent pas être rémunérés, mais par contre, la compensation peut être proposée
Dans tous les cas, cette compensation, elle est indiquée dans la note d'information et dans le consentement. C'est revu par le comité d'éthique, validé ou non. On peut avoir des comités d'éthique qui nous disent non, pas de compensation pour cet essai, ou qui nous disent ce n'est pas, la compensation est trop faible ou elle est trop élevée. C'est nous on propose, le comité d'éthique décide, et dans tous les cas, c'est indiqué dans la note d'information s'il y aura une compensation ou non. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de ah, au fait, vous allez être payé pour vos 4 visites. Non, c'est défini au départ. C'est très important. Quelle est la fréquence des rendez-vous médicaux? Sont-ils obligatoires? Peut-on arrêter de participer à un essai clinique? Alors, les examens médicaux, oui, il y en a beaucoup pour un essai clinique. Enfin, disons qu'il y en a plus que pour une prise en charge classique. Encore une fois, la note d'information détaille les visites et les procédures de l'essai. Si jamais elle ne le fait pas, enfin, si jamais ce n'est pas mentionné dans les notes d'information, il faut absolument que le patient demande au patient. Il faut que ce soit discuté avec le médecin, le nombre de visites, leur fréquence et la durée des visites. C'est très important puisque c'est un engagement. Alors, il y a pas d'engagement, je veux dire, personne n'ira en prison parce qu'il veut pas faire une visite d'essai clinique. Mais voilà, c'est pour le bien de l'essai. Si le patient participe à l'essai, il doit s'engager il doit être au courant et doit être prêt à participer à toutes les visites. Bien sûr, il peut refuser parce que donc ces visites seront forcément donc plus rapprochées que des visites classiques de suivi classique. Il y a des avantages et des inconvénients, hein. Bien sûr, ça prend du temps, bien sûr, il y a des contraintes. L'avantage, c'est que le patient et lui bénéficie pour le coup d'un suivi très rapproché, donc ce qui peut plaire à certains patients, ce qui peut être rassurant, ou au contraire qui peut être plutôt pénible pour certains. C'est vraiment dépendant des patients. Bien sûr, un patient peut refuser à tout moment d'effectuer un examen ou une visite sans avoir à se justifier. C'est très important, il n'a pas besoin de se justifier. Il faut juste savoir que, selon l'importance de l'examen ou de la visite, alors pour certains examens, on va dire: «OK, si vous voulez pas le faire, cette visite-là, on le fera la visite suivante, c'est pas grave». D'autres examens, on me dira: «Bah, si c'est pas fait à cette visite-là, ça sert à rien de le faire plus tard et peut-être qu'on va arrêter l'essai puisque sans cette visite-là, sans cet examen-là, on pourra pas, démontrer quoi que ce soit avec l'essai, donc on va peut-être arrêter la participation». Bon voilà, ça c'est des choses qui doivent être discutées avec le médecin, mais dans tous les cas, le patient peut refuser. Il peut aussi arrêter à tout moment l'essai clinique sans avoir à se justifier. C'est pareil, c'est très, très important. C'est dans la loi, c'est écrit comme ça, donc il n'a pas besoin de se justifier. Le médecin parfois demandera pourquoi au patient, il peut ne pas répondre, c'est tout à fait il peut répondre. Le médecin va poser la question, en général cette question elle est assez naturelle, hein, pour comprendre effectivement pourquoi le patient veut arrêter sa participation. Si c'est, voilà, juste l'organisation, l'évolution de la vie du patient qui fait qu'il ne peut plus se consacrer à un essai clinique, qu'il ne peut plus participer aux visites. Bien sûr, c'est tout à fait compréhensible et pour le coup, c'est lié à ce patient, c'est juste une décision liée à lui ou elle. En revanche, ça peut être aussi parce qu'il y a trop d'événements indésirables, parce que c'est trop contraignant, parce que voilà, et ça, c'est des choses du coup qu'on peut retrouver chez plusieurs patients. Donc voilà, le médecin va souvent essayer de poser la question au moins, savoir s'il doit s'attendre à avoir cette même réaction chez d'autres patients ou pas. Pour nous, c'est toujours aussi utile de savoir, mais en tout cas, voilà, le patient peut très bien arrêter quand il veut et ce qui est très important, c'est que sa prise en charge médicale n'en est pas altérée. Donc le médecin va pas dire: «Ah bah, si vous voulez plus participer, je m'occupe plus de vous», non, non, c'est effectivement, crucial que le patient continue à avoir, une prise en charge, adéquate pour sa pathologie, qui ne sera plus effectivement la prise en charge, d'un essai clinique, mais une prise en charge, adéquate, dans tous les cas. On arrive à la 7e question: pourquoi utiliser un placebo dans les essais cliniques? On aurait pu la mettre un peu plus avant puisqu'on en parlait un petit peu avant, mais c'est pas grave. Déjà donc le placebo, comme je vous disais, c'est vraiment une reproduction du médicament à l'étude. Donc il les ressemble physiquement. Donc si c'est un comprimé, c'est facile de faire un comprimé de la même couleur, de la même taille. Quand c'est une injection, il faut faire des injections qui ressemblent aussi. Bah, des fois, c'est plus ou moins facile de créer un placebo, qui ressemble au médicament à l'étude, mais en tout cas, c'est sa définition et il n'y a pas d'élément actif dans le médicament. Je pense que tout le monde connaît l'effet placebo.
qui fait que quand on prend un comprimé, même si même s'il n'y a pas de principe actif, on peut se sentir mieux. C'est quelque chose qui est, ça arrive à tout le monde, l'effet est présent chez tout le monde, peu importe, voilà, ça arrive, c'est vraiment universel comme effet. Donc, on se sert de cet effet effectivement pour comparer. Disons qu'on se sert de cet effet puisque on pourrait très bien mettre au point un médicament à l'étude qui aurait été aucune efficacité, mais rien que le fait que le patient prenne un médicament, ça va mieux. Donc au moins, quand on compare à un placebo, bien cet effet de juste prendre un comprimé, ça va mieux, eh bien on le voit sur le placebo et on peut comparer l'efficacité réelle du traitement. En revanche, quand on a un traitement de référence, donc c'est un traitement approuvé et utilisé en routine pour traiter la pathologie, il doit être utilisé en comparaison du traitement à l'étude. Ça, c'est la déclaration d'Helsinki qui dit ça, qui dit que voilà, dans l'éthique, pour le principe éthique du patient, s'il y a un traitement de référence, il faut comparer le traitement à l'étude au traitement de référence. Le placebo, en général, est utilisé en absence de traitement de référence. Ça peut arriver également que le traitement de référence, en réalité, soit vraiment pas adapté à la pathologie. Des fois, entre le temps où il a été mis sur le marché et que 10 ans après, on se rend compte que vraiment il n'est pas adapté, qu'au contraire, sa sécurité serait plus mise en jeu s'il prenait le traitement de référence, on peut comparer au placebo. Donc, on peut effectivement avoir des cas exceptionnels comme ça. Dans tous les cas, comme je vous disais, c'est vraiment de comparer qui va nous permettre de dire que notre traitement à l'étude est réellement efficace, que l'efficacité est due à ce traitement et pas à autre chose. Donc la dernière question, sur la fin des essais cliniques, est-ce que le patient sait-il s'il a eu la molécule ou le placebo et comment savoir quels sont les essais cliniques en cours dans le monde? Donc oui, le patient sait à la fin, une fois qu'on clôture les centres, qu'on termine l'étude, dans l'année qui suit, on doit effectivement donner la formation de levée d'aveugle, ça s'appelle du coup la levée d'aveugle, où on a le listing des patients et ce qu'ils ont reçu. Donc, ce listing est envoyé au médecin qui doit les fournir aux patients. Il faut savoir que pour un patient qui aurait été recruté au début de l'essai, qui aurait terminé l'essai pendant 1 an, admettons, alors que l'essai clinique international, il dure 3 ou 4 ans, ça veut dire qu'il peut potentiellement attendre 3 ou 4 ans pour recevoir cette information. C'est très important de garder l'aveugle jusqu'au bout, en fait, jusqu'à temps que les données soient analysées. Donc, il peut éventuellement attendre plusieurs années avant d'avoir l'information, mais dans tous les cas, il a effectivement l'information. De même, un résumé des résultats globaux de l'étude sont publiés sur le site eclinicaltrial.eu. De même, transmis également à l'investigateur qui peut informer les patients. Pour les essais cliniques dans le monde, il y a 2 sites internet, donc le site clinicaltrial.gov, qui est un site qui est exclusivement en anglais. À l'inverse, on a le site eclinicaltrials.eu qui peut être mis en français, qui est un nouveau site depuis le règlement européen qui est rentré en vigueur en 2024. Donc ce site peut être mis en français et peut être très intéressant également. Et il y a plus de détails. Il y a aussi beaucoup de documents qui peuvent être publiés sur ce site. En théorie, la plupart des documents pour les patients sont publics sur ce site. Je vous ai mis une diapo avec les références. Si ça vous intéresse d'aller voir, il y a le site du LEM, L-E-E-M, qui notamment répond à 10 questions courantes sur les essais cliniques. Pour tout ce qui est durée d'évaluation de dossiers des essais cliniques, pour ceux qui aiment bien les petits détails techniques et réglementaires, il y a le site de l'EMA qui résume très bien tout ça, qui est très complet. Donc le nouveau règlement européen sous lequel on doit soumettre nos essais depuis le début de 2024 maintenant, et la déclaration d'Helsinki, donc sur les principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant les êtres humains. Voilà. Donc si vous voulez aller consulter ces sites, ils sont très complets, très intéressants, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, je vous écoute. Merci Aline, merci beaucoup. Voilà, si
Si vous avez des questions, des interrogations, en dehors du fait que, évidemment, comme elle le disait, ça prend un certain temps, et je pense que c'était nécessaire pour un certain nombre d'entre nous de le préciser, puisque, ben oui, on est, on est malheureusement inscrit dans la durée, les patients, les familles, les médecins qui nous suivent. Donc ça, c'est malheureusement le cas. C'est notre vie, c'est comme ça. Mais il vaut mieux savoir les choses que de ne pas les savoir. Là, on décrivait le cas où on part d'une molécule euh, en partant de zéro, quoi. L'essai préclinique. Et par contre, dans le cas où il y a des molécules qui existent pour d'autres pathologies et qui pourraient éventuellement être réemployées, bon, j'imagine qu'effectivement, il y a peut-être la première étape qu'on ne fait pas, mais est-ce que ça permet de compresser les délais ou pas? Oui, oui, c'est une bonne question. Effectivement, ça arrive souvent d'ailleurs, hein. Effectivement, on peut récupérer, on peut garder les données. Si c'est, tout dépend en fait. Tout dépend si c'est une molécule. Si on veut l'utiliser dans une pathologie complètement différente, ça arrive très souvent, hein. C'est arrivé. Alors enfin, par exemple, une molécule qui est utilisée en cancéro, on voudrait l'utiliser, je vais dire n'importe quoi, mais dans l'asthme. À moins que ce soit vraiment une cellule similaire euh, entre les deux. Sinon, il va quand même falloir passer sur de l'in vitro. Il va quand même falloir démontrer que sur cette, il faut vraiment un rationnel très très solide. Si on a une étude préclinique très complète, avec où il y a eu beaucoup d'essais sur beaucoup de cellules différentes, beaucoup d'animaux différents, beaucoup de modèles différents, etc., et qu'on a vraiment des preuves solides pour dire que sur cette pathologie-là aussi, ça devrait marcher parce qu'on a un système d'action, un mécanisme d'action qui est très similaire. Dans ce cas, oui, on peut se permettre de passer l'étape préclinique et du coup de passer aussi l'étape de la phase 1. On peut, en général, on retourne en phase 2 et il arrive même des fois que dans ce genre de situation où c'est un médicament qu'on connaît déjà bien, qu'on fasse une phase combinée, phase 2-3. Ça arrive, des essais cliniques combinés 2-3, où on fait une première partie, où on définit, où on se rassure sur la dose et la deuxième partie, l'efficacité. Donc oui, ça arrive. Après, si vraiment les données précliniques sont pas suffisamment complètes, que bon, bah là, il va falloir repasser quand même. Enfin, il risque de falloir repasser au début, mais en général, quand on utilise une molécule qui est déjà existante dans une autre pathologie, c'est aussi dans le but de s'affranchir de ces deux étapes-là, en fait. Donc oui, ça arrive souvent. Merci pour la présentation. Moi, j'avais juste une question. J'étais très surprise de voir que, enfin, c'est logique, mais j'y avais pas pensé, qu'il fallait des volontaires sains, en fait, pour commencer une étude. Et je me demandais tout simplement, est-ce qu'il est difficile de les recruter et comment fait-on? Alors, difficile. Alors, ça dépend. En fait, c'est souvent, donc comme je disais, c'est des centres spécialisés. Et du coup, c'est souvent dans des hôpitaux, les patients peuvent même rechercher, enfin les patients, les personnes peuvent rechercher, contacter par hasard. Il n'y a pas tellement de, en France, on fait pas de publicité, hein. Dans d'autres pays, aux États-Unis, par exemple, il peut y avoir des publicités effectivement pour besoin de volontaires sains pour tel essai. En France, effectivement, ça ne se fait pas. Donc, ça va être des circuits un peu plus détournés. Ça se fait beaucoup aussi en milieu universitaire. Donc, des personnes qui travaillent en milieu universitaire vont être un peu plus informées, donc vont participer. Voilà, c'est dans les hôpitaux, dans les centres il faudrait chercher les centres de recherche spécialisés en France et éventuellement se renseigner auprès d'eux s'il y a des essais pour lesquels ils recherchent des volontaires sains. Je pense pas que ce soit très difficile à trouver. Il en faut très peu, hein, et ça se fait pas forcément en France. Ça peut se faire dans différents pays. Donc, j'ai le cas d'élection, on les fait plutôt en Angleterre et aux US, mais principalement pour une facilité de langue, puisque c'est un sponsor américain, du coup, bon, c'est plus simple de. Mais donc, je pense pas que ce soit très difficile de trouver des volontaires sains. Après, je travaille pas dans cette branche-là spéciale, mais Je peux compléter peut-être votre réponse, docteur Farcal, dans Raymond d'Or. En fait, effectivement, il y a des petites entreprises médicales qui recrutent des volontaires qui sont rétribués, qui sont payés. Et en sachant qu'en France, il y a un listing, il y a un registre qui interdit de participer à plusieurs essais en même temps.
et surtout qui ne doivent pas dépasser une certaine rémunération dans l'année. Donc, il ne faut pas que ce soit évidemment un business pour les étudiants, pour les gens qui sont sans emploi, etc. Exactement. Exactement. Il y a un montant à pas dépasser par an pour que ce ne soit pas considéré comme un salaire. Parce qu'il ne faut pas que ce soit, en gros, il ne faut pas que les personnes aillent vendre leur santé pour gagner leur vie, quoi. C'est un peu le principe. Mais merci pour cette information, ce complément d'information. Et en général, donc ces essais sur volontaires sains, ce sont vraiment voilà, à toute petite dose pour être sûr qu'il n'y a pas de toxicité à toute petite dose. Le seul cas où ce n'est pas fait en cancéro, par exemple, des fois les phases 1 sont faits sur des malades, puisque les traitements contre les cancers sont quand même très, très agressifs, donc on les met pas chez des volontaires sains. Donc ça peut arriver, hein, pour que ça passe pas chez des volontaires sains, ça peut arriver, certains traitements et certaines pathologies. Bien. Est-ce qu'on a fait le tour? Apparemment, oui. Merci Aline pour votre présentation et toutes ces informations. Merci à Julie et... Ah, c'est comme ça, quand on commence une liste de prénoms, on en oublie la moitié. À moins que ce soit l'âge du président qui commence à... Bref. Stéphanie, oui, est là, donc d'Alexion qui nous reçoivent régulièrement pour des réunions et qui nous aident. On ne fait pas de publicité, c'est juste un échange de bons procédés. On est content de les avoir et je pense que de leur côté, ça doit être pareil. Voilà, enfin, on essaye toujours. Bien. Ben, merci. Merci, beaucoup, merci Aline. Une Aline. bonne journée à tous, vraiment une bonne journée de partage.